Bonjour Lélio. Bonjour. Et je vais activer aussi. Voilà, on active les J'ai micros testé et les mon caméras des son et ma intervenants. vidéo. On demandera peut-être aux gens qui ne sont pas intervenants. Bon, pour l'instant, vous pouvez laisser vos caméras allumées. On va attendre quelques minutes avant de commencer, d'avoir tous les intervenants. Il nous en manque une, mais que j'ai eu au téléphone il y a quelques minutes. Brigitte. Bonjour Madame Benzenati. Nous avons bien vu votre message. Et donc, Brigitte, si tu peux démarrer ta vidéo. Voilà. J'y suis. Voilà. Bonjour Brigitte. Bonjour. On attend encore 2 minutes, Yann. Il y a encore des gens qui se connectent. Oui. S'il y a des retardataires, on les fera rentrer au fur et à mesure, de toute façon. Donc, ce qu'on va vous proposer, c'est de, je le rappellerai, mais d'éteindre, sauf les intervenants, d'éteindre vos caméras et vos micros. Merci. Lélio, on voit que le haut de ton visage. Je mets pas. Petit problème de cadrage. Très C'est bien. bon là? C'est parfait.
Pour les gens qui viennent d'arriver, la rencontre va bientôt commencer. On attend encore quelques personnes qui arrivent progressivement. Et je laisserai Lélia donner le top départ. On y va? Lélia? C'est bon pour moi. Ok. Ben, c'est parti. Parfait. Donc, bonjour à toutes et tous et bienvenue à cette conférence en ligne intitulée Des idées pour manger sain et local, organisée par la ville de Romainville dans le cadre d'un événement My Local Foodie. Donc, je vais tout d'abord vous présenter en quelques mots introductifs ce projet européen Foodie dans le cadre duquel cette conférence est organisée. Et ensuite, Yann Chapin, directeur du Lab 3S, reprendra la main pour vous rappeler le programme de la conférence et ses modalités de fonctionnement. Donc, le projet Foodie, dont fait partie la ville de Romainville, est un projet de... Non, juste avant, Yann, s'il te plaît, est un projet de recherche scientifique financé par l'Union européenne dans le cadre du programme Horizon 2020. Ce projet a débuté en février 2020 et il va durer 4 ans, jusqu'en février 2024. Et il regroupe 24 partenaires provenant de 8 pays européens. Les structures participantes sont assez diverses. On a des universités, des instituts de recherche, des entreprises, des associations et des collectivités territoriales. Son acronyme signifie Food Systems in European Cities et a pour but l'étude des systèmes alimentaires durables. Là, tu peux aller au suivant, Yann. Donc, l'objectif est d'étudier différentes initiatives alimentaires en Europe et de définir des critères de durabilité permettant d'analyser ces différents systèmes et de partager ces éléments entre pays européens. Cette étude se base sur 16 sites pilotes très diversifiés. Donc là, vous voyez sur la carte les emplacements des 16 sites pilotes. On a par exemple des apiculteurs en milieu carcéral à Ljubljana, des toitures agricoles dans les quartiers populaires d'Oslo, une ferme maraîchère high-tech aux Pays-Bas, le développement d'une filière de pêche locale pour les cantines scolaires à Tenerife, ou encore un restaurant à vocation environnementale et sociale en Roumanie. Et on a dans ces 16 sites pilotes, on a aussi la cité maraîchère de Romainville qui vous sera présentée du coup lors de cette conférence. Et dans le cadre aussi de ces sites pilotes, le projet prévoit le lancement d'une application web et mobile qui permettra de référencer de nombreux systèmes alimentaires dans toute l'Europe. Et autre grand objectif de Foodie, c'est de vulgariser ces recherches auprès des enfants et du grand public avec l'organisation d'événements et d'ateliers. Donc là, cette conférence en fait partie. À Romainville, on organise par exemple des activités sur la thématique de l'alimentation pendant les écoles, durant les temps périscolaires, et également dans les espaces de proximité qui sont les centres sociaux de la ville. Donc voilà, c'était juste un petit aperçu de ce projet européen. Si vous êtes intéressé, je vous ai mis l'adresse du site internet du projet, www.foodie.eu. Alors malheureusement, tout le site est en anglais, s'agissant d'un projet européen. Mais voilà, si vous êtes intéressé, si vous avez des questions aussi, je suis à votre disposition, n'hésitez pas. Et voilà, comme annoncé, je redonne la parole à Yann, qui va animer l'ensemble de cette conférence. Voilà. Et merci encore à tous.
Merci beaucoup, Lélia. Et donc, du coup, alors 2-3 petites choses techniques avant de commencer. On a prévu d'aller jusqu'à 17h, 17h30 grand maximum en fonction des questions, des temps de questions-réponses plus ou moins longs qu'il pourra y avoir. On a demandé aux intervenants de se mettre avec la caméra. Peut-être que quand les autres intervenants discuteront pour un petit peu économiser la bande passante. D'ailleurs, on peut nous-mêmes aussi se mettre en off. On a demandé à tout le monde aussi de se mettre en off au niveau de la vidéo et aussi des micros. Par contre, on vous invite par l'intermédiaire du bouton discussion à interagir avec nous, à dire qui vous êtes, à réagir à chaud en live aux différentes interventions, à poser vos questions, sachant qu'on va dérouler les 4 interventions qui prendront chacune à peu près 10 minutes. Et ensuite seulement, on a décidé de faire comme ça, on prendra un temps assez long de questions-réponses. Je vais faire une très très brève intervention parce que ce qui est important, c'est surtout introduction, parce que ce qui est important, c'est d'entendre surtout les différents projets et les témoignages qu'on a qui sont très riches aujourd'hui. Donc, pour rappeler donc cette webconférence, des idées pour manger sain et local. Voilà, je vais essayer d'éviter les poncifs, mais on assiste aujourd'hui, vous le savez tous, à une défiance de plus en plus grande vis-à-vis de certains produits alimentaires ou de certains circuits de commercialisation qui sont mainstream. On pense évidemment à la grande distribution. Dans le même temps, on assiste à des changements profonds, à la fois des pratiques alimentaires, des attentes des citoyens mangeurs que nous sommes, et aussi à une réorganisation des systèmes alimentaires. Alors, se nourrir localement, est-ce possible? Quels sont les nouveaux lieux ou les nouveaux réseaux qui s'organisent, qui organisent les circuits courts? Comment faire le lien entre les urbains et une agriculture de proximité et de qualité? Telles sont quelques-unes des questions qui nous viennent comme ça, on pourrait en citer des dizaines d'autres. Donc pour cette petite webconférence, nous avons aujourd'hui 4 intervenants que je vais présenter rapidement. Et ils auront le loisir de se représenter, de présenter leur projet. Tout d'abord, on aura Véronique Singès qui travaille à l'INRAE, qui nous expliquera comment en ville on peut faire pousser des légumes et élever des petits animaux. Véronique Singès est économiste à l'INRAE. Elle s'occupe de recherche sur les modèles de développement de l'agriculture urbaine et elle s'intéresse à ses fonctions multiples, qu'elles soient éducatives, sociales, économiques, environnementales et même thérapeutiques. Ensuite, nous aurons une seconde présentation d'une solution logistique originale, le marché sur l'eau, qui nous sera présentée par la butinerie de Pantin, dont le marché sur l'eau est adhérente. Et donc, ce sera Lélio Lemoine, qui est directeur à la butinerie. La butinerie est la maison des alternatives alimentaires. C'est une coopérative citoyenne qui est dédiée à l'alimentation saine, savoureuse et soutenable à Pantin. Elle porte un projet de tiers-lieu pour l'été 2021. Et organise beaucoup d'activités hors les murs. Lélio Lemoine est également le cofondateur, dans une autre vie, des Marmites Volantes, qui sont des restaurants traiteurs qui mettent en œuvre une alimentation durable au quotidien. La troisième présentation, on se déplace encore de ville, on est toujours sur le territoire d'Est Ensemble. On l'a intitulé « Rapprocher l'agriculture de la ville, quelle accessibilité à l'alimentation saine ?» Et on demandera à Brigitte Muchelman, qui a créé l'Épi de Brie, une épicerie à vélo qui allie vente de produits sains et lieu de rencontre dans tous les quartiers de Bondy, de nous expliquer un petit peu quelle est sa démarche et comment elle agit justement pour travailler sur cette accessibilité. Et enfin, vous savez que cette conférence, comme l'a dit Lélia tout à l'heure, est organisée et co-organisée par la ville de Romainville. Yuna Conan, qui est employée par la ville de Romainville à la Cité Maraîchère, nous parlera de ce projet qui va bientôt ouvrir ses portes. On aura un aperçu des coulisses de cette ferme verticale municipale qui est au service d'une politique locale de transition écologique et solidaire. Voilà, donc les 4 présentations qu'on aura qui prendront à peu près 10 minutes, en espérant que je n'aurai pas à vous couper et à vous dire que vous prenez trop de temps. Encore une fois, je rappelle qu'il y a le bouton qui vous permet
de commenter, qui est le bouton discussion. Donc, n'hésitez surtout pas à poser vos questions, on les reprendra au fur et à mesure. Et je vais passer la parole tout de suite à Véronique Saint-Gess de l'INRA, qui va nous présenter sa présentation que je vais afficher tout de suite. Merci beaucoup, Johan. Et merci de cette présentation. Merci à la ville de Romainville, qui est un de nos partenaires dans ce projet Foodie, d'organiser cette intervention. Donc, effectivement, le temps que la présentation arrive, comme l'a dit Johan, je suis chercheur en économie et je travaille effectivement sur l'explicitation des modèles économiques de l'agriculture urbaine. Alors, mon sujet d'intérêt, c'est plus la question du maraîchage, c'est-à-dire de comment on fait pousser les légumes et comment ces entreprises qui sont à l'intérieur des villes sont viables économiquement et quels services elles rendent. Donc aujourd'hui, je vais juste vous faire une petite présentation, je dirais, avec pas mal de aller la slide suivante, s'il te plaît. Donc, on fait effectivement, comme l'a dit Yann tout à l'heure, le contexte, c'est qu'en fait, on est sur la Terre avec une population en très forte croissance. 70% de la population vit en ville, avec des demandes qui sont, je dirais, contraignantes et qui sont parfois contradictoires. Donc, effectivement, de façon tout à fait légitime, on demande d'avoir accès à des produits qui nous permettent de nous nourrir, sains, de qualité, qui protègent l'environnement, mais on souhaite aussi qu'ils soient à un prix acceptable, ce qui n'est pas forcément facilement atteignable. Et ça, dans un contexte de crise multiple, économique, sanitaire et environnementale. Alors, j'ai mis environnemental sans S, parce que pour moi, l'environnement, c'est une crise globale et il n'y a pas forcément plusieurs crises environnementales, mais ça regroupe tout. Et donc, avec ce contexte-là, eh bien, l'agriculture qui s'était éloignée des urbains, que l'on voyait à la campagne produire de façon, je dirais, intensive et productiviste dans des grands espaces, on voit de nouveau apparaître l'agriculture dans la ville et se rapprocher des lieux de consommation. Et même, on voit apparaître des nouveaux modes culturaux dans les villes. Là, ça, merci. Donc, juste une petite présentation initiale sur effectivement l'apparition de cette agriculture en ville. Elle a souvent démarré dans le cadre de crises économiques, comme je l'ai dit, et parfois, mais principalement dans le cadre de crises économiques, et notamment sous l'impulsion, je dirais, des citoyens. Donc, parmi les choses les plus notables et les plus connues, on a la ville de Détroit qui voit dans les années de ville de Détroit aux États-Unis, ville hyper industrialisée, riche, la ville de l'automobile, donc qui à partir des années 2000 voit sa population décroître, les rentrées fiscales diminuant, l'automobile l'industrie automobile s'en allant de la ville. 2007-2008, la crise de 2008 économique des subprimes. Et en 2013, la ville se déclare en faillite. Et là, plus personne ne reste dans la ville et pratiquement ne reste, entre guillemets, que les populations vulnérables, celles qui n'ont pas les moyens financiers de se déplacer. Et donc, on voit apparaître petit à petit que, comme l'alimentation est, je dirais, notre besoin primaire, eh bien, on voit apparaître des initiatives citoyennes et des gens qui montent à la fois, qui utilisent les parcelles non, laissées libres ou les friches industrielles pour cultiver leur propre alimentation avec et qui montent aussi,
des épiceries solidaires pour que tout le monde puisse se nourrir. Et depuis l'année 2013 et depuis ces nombreuses initiatives, aujourd'hui, on compte à Détroit entre 350 et 1400 à la fois jardins partagés et fermes urbaines à Détroit. Et on voit que la ville a repris un dynamisme économique avec une diminution du chômage et une valorisation économique à la fois des terrains et puis des bâtiments. Et on voit de nouveau une population, ce qui s'appelle un peu la gentrification, une population urbaine avec des moyens plus élevés qui réinvestit la ville et notamment les artistes qui réinvestissent beaucoup la ville. Deuxième exemple, je vais vous parler normalement de Montréal, du Royaume-Uni, pardon. Pareil, une initiative citoyenne à Todmorden, une ville pas très loin de Liverpool, au tiers supérieur de l'Angleterre. Pareil, crise économique, il n'y a plus de mines, il n'y a plus d'activité industrielle et donc là aussi, pauvreté. Et effectivement la ville qui se dépeuple. Et donc en 2008, deux mères de famille que je vais qualifier de normales, hein, de mères de famille comme vous et moi, qui se mobilisent et qui mobilisent la population locale et qui commencent par implanter au pied d'un arrêt de Muse, qui commence par implanter un premier pied de rhubarbe. Et là est venue l'idée de mettre en place sur tous les petits espaces, quels qu'ils soient, de les occuper par de la production alimentaire et donc de redonner à la ville à la fois un caractère esthétique et un caractère productif, avec une idée que cette démarche, cette accaparation de l'espace public permette à tous d'avoir accès à un petit peu de nourriture ou aussi d'avoir accès à des modalités et à un apprentissage de jardinage. Donc là aussi, on voit la ville de Todmorden qui se développe, qui a développé de nouvelles activités économiques, touristiques et qui a monté un groupe associatif mondial maintenant qui s'appelle les Incroyables Comestibles. Vous en retrouvez partout, notamment en France, vous en retrouvez dans beaucoup de villes. Et l'idée étant, toujours pareil, de s'accaparer et de réunir des citoyens, de s'accaparer de l'espace public laissé libre et de faire pousser de la nourriture qui puisse être en accès libre. Un autre exemple d'activité citoyenne à travers le monde, tu peux mettre je ne sais pas pourquoi, pardon, merci. Donc à Montréal, alors en Montréal, c'est un peu les mêmes modalités. Dans des endroits, donc Montréal, c'est une grande mégapole, contrairement à notre ville et à nos villes européennes, je dirais, avec des grandes avenues et des grands espaces et des trottoirs assez larges. Et là aussi, c'est pareil, des initiatives citoyennes ont monté sur ces espaces publics des bacs, des moyens de produire de la nourriture pour les populations vulnérables et pour tout le monde. Ça s'appelle les manches trottoirs et c'est ce qu'on appelle aussi une innovation sociale, c'est-à-dire qu'à la base, les citoyens se réapproprient leur ville et se réapproprient leur espace vital et se réapproprient aussi, je dirais, les façons de se nourrir. Donc voilà, donc l'agriculture, tu peux tout passer, Johan, parce que je ne sais pas pourquoi sont restées les animations. Donc non, tu peux rester en arrière, s'il te plaît. Merci. Merci. Donc voilà, donc l'agriculture, de nouveau en ville, initiée principalement par des initiatives citoyennes. Donc on voit qu'en tant que citoyen, on peut agir sur notre quotidien. Et si on regarde maintenant ce qui se passe en France, alors bien sûr, il y a eu ces initiatives citoyennes, mais un peu moins, je dirais, notables et reconnues que ça s'est passé au Québec ou aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Et donc en France, moi, je vais vous présenter un petit peu mon sujet d'intérêt, c'est que je m'intéresse je dirais, aux fermes urbaines, c'est-à-dire aux fermes qui font de la production alimentaire, mais avec un côté entrepreneurial.
Donc, on voit effectivement que des fermes de tout type rentrent dans la ville et peuvent produire des productions très variées de légumes, d'herbes aromatiques, des champignons ou des micro-pousses avec des techniques très diverses. Comme vous voyez à gauche, c'est de l'aquaponie, vous ne le voyez pas forcément, mais d'un côté, vous avez des poissons qui sont dans des cuves et dont les déjections et l'eau va alimenter un circuit fermé et des racks sur lesquels vont pousser des légumes, principalement des tomates, des salades et des herbes aromatiques et des fleurs comestibles. Et l'idée étant là que, je dirais, les déchets des uns vont servir, après quelques transformations quand même, biologiques bien sûr, ou techniques, au moyen de membranes, vont nourrir les autres. Donc, les poissons vont nourrir les végétaux et les végétaux vont permettre de participer en partie à la nourriture des poissons. On peut produire des champignons, bien sûr, dans des chambres, dans des endroits non utilisés. Alors, les champignons se produisent bien sûr dans des lieux sans beaucoup de lumière. On a des champignonnières qui réapparaissent dans la région parisienne et dans beaucoup de villes maintenant, dans des parkings souterrains non utilisés ou mal utilisés, avec des activités qu'on va qualifier d'illicites. Et le principe souvent de ces productions de champignons sont d'utiliser certains déchets de notre consommation, comme le marc de café. Et puis, on a des fermes que l'on qualifie de plus high-tech, que vous voyez à droite, qui sont, vous avez peut-être entendu parler d'Agricool, qui est une des fermes les plus connues, mais aujourd'hui, on voit apparaître un autre intervenant qui s'appelle Jungle, un autre qui s'appelle Tower Farm. L'idée étant de contrôler à la fois les nutriments et la lumière et tout ce dont a besoin la plante, et de le contrôler et d'être en milieu fermé pour à la fois produire des produits de qualité sans utiliser de produits de protection des plantes, ce qu'on appelle les pesticides, de façon chimique. L'idée étant toutes ces initiatives ont quand même une forte, je dirais, motivation de protection de l'environnement et de protection de la santé humaine. On peut passer à la diapositive suivante. Pardon pour les animations qui sont restées, je ne comprends pas pourquoi. Donc là, encore d'autres initiatives. Donc, vous avez vu la production de champignons, la production de végétaux, la production de poissons via l'aquaponie, mais vous avez aussi des initiatives ou des entrepreneurs ou des associations qui veulent aussi réinsérer des arbres productifs en ville, des vergers, avec des arbres fruitiers qui sont implantés au pied des immeubles ou dans des quartiers. L'utilisation des surfaces est très variée. On voit de l'agriculture en ville sur les toits. Alors là, bien sûr, il y a de la production avec, je dirais, sur du substrat apporté. Le substrat qui est souvent du compost qui vient de la décomposition de déchets organiques, de nos déchets alimentaires. Et puis, on a aussi de la production dans des bacs. Au-delà de ces productions de légumes et de fruits, on a Pardon, tu peux revenir en arrière, excuse-moi. On a de la production de fleurs qui peuvent être à la fois des fleurs coupées. Souvent, on a l'implantation de fermes dans la région parisienne. Il y en a 2 à l'heure d'aujourd'hui. Les sols en ville ne sont pas forcément de qualité agronomique extraordinaire. Donc, quand ils ont une pauvreté agronomique, eh bien, on ne peut pas forcément pousser ni des arbres fruitiers ni des légumes. Et donc, on peut faire pousser des fleurs à couper qui sont vendues chez les fleuristes. Mais aussi, on peut produire des fleurs comestibles comme les capucines, les pensées, tout un tas de choses qui améliorent, je dirais, notre alimentation quotidienne et qui parfois mettent de l'esthétique dans nos plats. La diapositive suivante, s'il te plaît. Si on parle maintenant des petits animaux que l'on trouve en ville et qui rendent de multiples services, donc on connaît tous comment dit-on,
ça fait de nombreuses années qu'il y a des apiculteurs qui s'implantent sur les toits d'immeubles. À la fois, ces abeilles, alors elles servent souvent d'indicateur environnemental, c'est-à-dire que quand elles vont pas bien, eh bien la qualité de quoi se nourrir et de quoi produire du miel. Donc, et elles servent de pollinisateurs. Si on peut avoir aussi des élevages de poules, alors bien sûr, pas en grande quantité comme on trouve à la campagne, pour produire des œufs. Donc, il y a 2 entreprises avec, comment dire, au niveau français que je connais aujourd'hui qui rendent des choses très différentes. On en a une qui élève des poules pour vendre des œufs, donc elle a un petit poulailler. Donc, bien sûr, ça n'alimente pas toute la ville, mais ça apporte des œufs dans un quartier. Et une autre jeune femme qui a monté une entreprise où elle met en place pour les collectivités territoriales, je dirais des petits poulaillers en centre-ville. L'idée étant que, comme les poules se nourrissent des déchets alimentaires, que ces poulaillers puissent, que les citoyens, enfin les habitants de la ville ou du quartier puissent à la fois amener certains déchets et que les poules utilisent les déchets pour leur alimentation et puissent produire des œufs. Et on a, in fine, on a des élevages de moutons qui sont utilisés maintenant pour tondre les espaces verts publics de façon, je dirais, plus écologique que si on utilise des tondeuses qui utilisent du mazout ou de l'essence pour fonctionner. L'idée étant que les déjections de moutons aussi sont un apport organique pour améliorer la qualité des sols. Donc, voilà ce qu'on peut trouver aujourd'hui comme, je dirais, comme forme d'agriculture en ville. Alors, bien sûr, c'est sur des petites surfaces. Et puis, c'est sur des petites surfaces parce que l'espace en ville n'est pas, je dirais, n'est pas grand. Et les parcelles que l'on voit au maximum font quelques milliers de mètres carrés, alors que quand on voit des fermes urbaines, des fermes à la campagne, elles font plusieurs hectares et voire parfois pour certaines plusieurs centaines d'hectares. Donc, en fait, les produits locaux peuvent venir à la fois de ce que je viens de vous présenter, de l'agriculture urbaine, l'agriculture en ville, avec toutes les techniques dont je vous ai parlé, mais elles peuvent aussi venir de fermes en périurbain. Donc, en périurbain, c'est à proximité des villes, dans un contexte qui est plus un paysage qu'on va qualifier de campagne, où là, les tailles des exploitations sont plus grandes. Donc, vous voyez, donc la production peut se faire à tous ces endroits. Et par contre, maintenant, comment vous, en tant que citoyen ou urbain, vous pouvez les acheter ou les récupérer ou les obtenir. Vous avez plusieurs façons de les obtenir. Donc, si tu veux bien passer la diapo suivante, s'il te plaît. Donc, effectivement, pour avoir accès à des produits sains et locaux, vous avez plusieurs façons de le faire. Soit vous le produisez vous-même, c'est ce que je vais vous présenter ici. Alors, dans votre environnement à proximité, vous pouvez cultiver de façon relativement simple et accessible dans votre cuisine facilement des herbes aromatiques. Vous voyez ici, c'est des anciens, je dirais, containers de conserve qui sont utilisés pour produire des herbes aromatiques. Vous avez des systèmes un peu plus, je dirais, sophistiqués qui sont faits par d'autres entreprises. Vous pouvez aussi mettre quelques pots de fleurs ou quelques jardinières sur votre balcon ou accrochés à votre fenêtre. Il suffit d'avoir un peu de lumière et de ne pas être complètement sombre, mais vous pouvez vous produire quelques petits fruits, des fraises. Parfois, si votre balcon est assez grand, dans un gros pot de fleurs, vous pouvez produire des courgettes, vous pouvez produire des aubergines. Et c'est assez sympathique et ça, à la fois, ça apprend la saisonnalité des produits, mais aussi c'est très valorisant et ça augmente notre autonomie en tant qu'être humain de produire soi-même. Alors, à plus grande échelle, vous avez ce qu'on appelle les jardins familiaux qui sont
une histoire enfin, qui viennent du 19e siècle. Et aujourd'hui, dans les villes, comme il y a peu d'espace, des jardins partagés où les parcelles accessibles aux citoyens sont beaucoup plus petits. Dans les jardins familiaux, vous avez des parcelles entre 50 et 200 mètres carrés, alors que dans les jardins partagés, c'est souvent des parcelles communes qui sont mises à disposition ou alors des parcelles entre 6 et 10 mètres carrés. Donc, tout ça, vous pouvez l'avoir autour de vous en tapant sur le site internet de votre mairie, souvent, ou alors de l'association des jardins familiaux et des jardins partagés. Vous pouvez avoir accès à tout ça. Je ne sais pas pourquoi tout ça apparaît différemment, mais ce n'est pas grave. Donc, production par soi-même. Mais quand on ne peut pas produire par soi-même, où est-ce qu'on peut trouver et manger local? Donc, on peut, quand on est un enfant, il y a une réglementation aujourd'hui qui oblige les mairies notamment à mettre un certain pourcentage de produits bio et locaux dans l'alimentation des enfants. Vous pouvez aller à la ferme aux alentours de Paris. Vous avez un certain nombre de fermes qui vous permettent d'acheter des produits locaux et d'aller les choisir vous-même, d'aller à la ferme. C'est parfois c'est agréable. Ça peut être une sortie du dimanche. C'est souvent ouvert le week-end. Et puis, vous avez aussi en ville un certain nombre de producteurs qui ne sont pas très loin de la ville qui ouvrent ce qu'on appelle les magasins de producteurs. Donc, à plusieurs, ils louent un espace ou ils créent un espace dans lequel ils vont vendre leur production. Et puis, bien sûr, vous avez les restaurants. Il y a des restaurants alternatives, que moi je vais qualifier d'alternatives, un peu pour les différencier de la restauration traditionnelle, mais vous avez dans Paris, mais même dans beaucoup de métropoles, et même parfois à la campagne, ce qu'on appelle des tiers-lieux dans lesquels vous avez de la restauration, et la restauration est souvent faite à partir de produits locaux. Mais vous avez aussi encore des épiceries solidaires qui ont des, comment dit-on, des points de vente physiques dans la ville, mais vous avez aussi des plateformes Internet qui vous permettent d'avoir accès, beaucoup en région parisienne quand même, qui vous permettent d'avoir accès à des produits locaux. Et avec le premier confinement, il y a beaucoup de plateformes qui sont apparues pour vous donner accès à des produits locaux. Et in fine, vous pouvez aller sur vos marchés ou adhérer à une AMAP, qui est un réseau de producteurs, qui sont des réseaux de producteurs, pour avoir des produits locaux. Et comme il y a une obligation légale aujourd'hui d'indiquer l'origine des produits, quand vous allez alors même dans les supermarchés, aujourd'hui, on a des produits locaux, donc j'ai oublié de vous le noter, mais vous pouvez trouver à acheter et à manger des produits locaux et sains autour de vous aujourd'hui relativement facilement. Et je pense que j'en ai terminé. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Véronique. J'ai failli commencer à dire que ça prenait le double de temps que prévu. Tant que ça, pardon. C'est une excellente, plus qu'introduction, balayage de toutes les problématiques et de toutes les initiatives sur le sujet. Donc, merci beaucoup. Et du coup, quand on parle d'initiative, on va tout de suite passer la parole à Lélio Lemoine, qui justement représente une initiative citoyenne et un ensemble de projets locaux à Pantin. Il va nous parler de tout ça. Pendant que tu commences, je vais mettre la présentation, hein, Lélio. Ça marche. Bonjour à toutes et tous, merci d'être présents. La butinerie, c'est un projet qui a émergé du territoire. Du coup, l'histoire commence il y a un peu plus de 4 ans. Il y a une association qui fait une cartographie des acteurs et des acteurs autour de la transition écologique et solidaire et puis qui invite celles et ceux qui le souhaitent, une fois qu'on s'est identifié les uns les autres, à se réunir et à envisager des choses à faire ensemble. Et du coup, le centre de gravité des acteurs qui a émergé était très porté sur l'alimentation, probablement aussi parce que la personne qui avait fait la cartographie était la fondatrice de Marché sur l'eau, dont je vais vous parler après.
Et puis aussi parce que ça existait déjà, fait que mettre en lumière quelque chose qui existait déjà. Et du coup, assez rapidement, il y a l'idée d'une maison des circuits courts qui a émergé, un tiers-lieu autour des circuits courts. Et au cours des années qui ont suivi, du coup, le projet s'est affiné et a continué à vivre. Du coup, il y avait deux grandes approches qui se complétaient l'une l'autre. Faire des événements pour apprendre à se connaître entre les acteurs et se faire connaître aussi auprès des publics. Et du coup, des repas, des ateliers, des événements un petit peu plus généralistes, des actions sur les marchés, des conférences débats, des projections, des conférences gesticulées, tout un panel de choses. Et puis de l'autre côté, un collectif de travail plutôt sur la formalisation du projet et qui du coup, en tirant le fil, a fait passer le projet d'une maison des circuits courts à une coopérative qui porte une maison des alternatives alimentaires, du coup en explicitant 3 grands piliers, l'écologie qui était assez évidente dès le début, l'accessibilité, du coup le fait de faire ça pour toutes et tous, et le dernier élément qui a été explicité mais qui était toujours en germe comme les autres, c'était la santé. La formule que j'utilise ces temps-ci, c'est que il y a une formule qui date pas d'hier qui dit que ta nourriture soit ta première médecine. Ça date de l'Antiquité grecque. Du coup, voilà, c'est une intuition et une vision qui date pas d'hier, mais qui est particulièrement importante et qui nécessite aussi d'aller chercher des acteurs de la santé, pas que, mais en complément. Du coup, le tiers-lieu combine l'accès aux produits, la possibilité de cuisiner du coup, pour des ateliers ou pour une cantine participative, et puis de faire toute une gamme d'animations et d'actions, en particulier des distributions de circuits courts. Alors, est-ce qu'on peut passer juste à la slide d'après? Là, vous avez un petit panorama de ce qui peut s'y faire. Là, vous avez du coup une vision un petit peu du projet qui émerge du coup du territoire. On est sur un projet collectif et du coup, début 2020, il y a l'aboutissement de la création d'une structure juridique qui est une coopérative multi-acteurs qui va regrouper des salariés, des opérateurs, des acteurs sur le thème spécifique, un écosystème de soutien dans lequel on va retrouver notamment la mairie et la communauté d'agglomération et les entreprises du territoire. Et les citoyens, on a plus de 130 citoyens déjà qui sont sociétaires de la butinerie. Et du coup, nous, on travaille actuellement à la consolidation d'à la fois cet écosystème d'acteurs et de ce lien en direct avec les publics pour préfigurer l'ouverture du lieu. C'est un peu les deux grands jambes sur lesquelles on marche. D'un côté, un lieu pour faire, un pôle de ressources qui permet d'être en interface en direct avec un public le plus large possible. Et puis de l'autre côté, une communauté d'acteurs qu'on cherche au sein de laquelle on cherche à construire une communauté de vision et puis du coup aussi de faire émerger des projets transversaux à la frontière entre différentes visions, pratiques et compétences. On peut passer à la slide d'après. Du coup, là, je vous ai un petit peu parlé de cette vision collective. Ce qui vaut la peine d'être souligné, du coup, c'est que parmi les acteurs locaux qui sont à l'origine du projet et qui ont une place prépondérante dans sa gouvernance, on a Marché sur l'eau, qui est du coup une association citoyenne autour d'un circuit court local et de qualité. Et c'est de ça, plus spécifiquement, dont je vais vous parler aujourd'hui. Il y aurait plein d'autres choses à développer au sein de la butinerie. Il ne faut pas hésiter à venir nous contacter si ça vous intéresse. Alors, on peut passer à la suite. Encore. Du coup, Marché sur l'eau, c'est une association citoyenne qui promeut un circuit court local équitable et de qualité en soutien à des paysans. Vous avez quelques petits chiffres à l'écran. On est quand même sur une association d'une taille respectable, à peu près 800 adhérents. On a 5 salariés qui sont
4 CDI du coup et un contrat d'apprentissage. Il y avait près de 400 000 € de chiffre d'affaires en 2019 avec un équilibre économique depuis plusieurs années. Du coup, on est vraiment sur quelque chose d'autofinancé et de stable dans lequel il n'y a aucune subvention de fonctionnement sur le fonctionnement classique pour les adhérents, simplement sur certains volets de projets de solidarité à la marge. À noter que du coup là, c'est les derniers chiffres qui sont publics, mais en l'occurrence, pour un projet comme Marché sur l'eau, l'année dernière est une année assez atypique et qui était plutôt porteuse pour le chiffre d'affaires. En tout cas, on ne va pas en faire une bonne année ni une bonne nouvelle sur quoi que ce soit, parce qu'il y a quand même trop de tragédies tout autour. Mais en tout cas, pour donner un ordre de grandeur, on est sur quasiment un peu plus de 500 000 € de chiffre d'affaires en 2020. Du coup, en particulier à l'occasion du premier confinement où les marchés de plein vent étaient fermés, il y a eu un gros volume d'activité. Entre autres, et aussi surtout pour aider les producteurs qui se retrouvaient avec une partie de leurs débouchés qui était bloquée sur les marchés, et puis pour certains avec la restauration. Du coup, on a une barge et 2 camionnettes, puis un entrepôt en Seine-et-Marne. C'est vraiment le centre de gravité du circuit court, c'est la Seine-et-Marne, le bout du canal, en gros, du canal qui traverse Paris, enfin qui arrive à Paris et qui traverse Pantin, Bobigny, souvent, enfin qui traverse l'Est ensemble et puis qui continue derrière. On a, pour un ordre de grandeur, on avait un peu plus de 15 000 paniers distribués en 2019 et une quinzaine d'agriculteurs partenaires avec quelques partenariats en plus en 2020, entre autres avec la COP d'Île-de-France, la COP Bio d'Île-de-France, qui est elle-même une SIC, une coopérative multi-acteurs autour de l'agriculture bio francilienne. Du coup, on est sur une approche hybride. On va dire que c'est un peu un mix entre une AMAP et une ruche qui dit oui. On va dire que ça a de l'AMAP, le lien en direct avec des agriculteurs et le côté citoyen et associatif. L'engagement sur le moyen terme. Du coup, on a un engagement sur 10 semaines qui n'est pas aussi fort que sur l'année pour une AMAP, mais qui permet du coup de se caler sur les plans de culture des agriculteurs, des maraîchers en particulier. Mais du coup, on va avoir un volume, une diversité de produits, une flexibilité qu'on va retrouver dans une ruche qui dit oui. Alors, il y a plein d'autres choses. C'est très, très partiel. C'est simplement sur l'expérience qu'il y a pour les adhérents, pour les personnes qui sont les fameux consomme-acteurs. Et on a une très forte participation des publics, des adhérents au sein de l'association. C'est une association citoyenne, du coup, le pouvoir est aux adhérents. Et ils participent très largement aux distributions. En tout cas, ils participaient jusqu'à ce que les contraintes sanitaires soient de plus en plus drastiques, avec des pesées. Enfin, c'est largement autogéré, en fait, à l'origine, les distributions. Du coup, il y a on a essayé d'approfondir d'autres pratiques avec les contraintes actuelles. Et actuellement, les paniers, la constitution des paniers est faite de manière tournante par les adhérents qui sont intéressés et qui peuvent voir les contraintes qu'il y a autour de la construction de ces paniers et s'y approprier. Il y a un point qui est particulièrement important. Du coup, vous avez remarqué qu'il y a une barge dans la logistique, le fameux marché sur l'eau. L'autre point qui est particulièrement structurant, et qui pour le coup est différent aussi bien d'une AMAP que d'une ruche qui dit oui, qui est pas un modèle auquel on se réfère d'habitude. Mais en tout cas, ce qui est très marquant, c'est que la logistique est prise en charge par l'association. Et ça, c'est un choix d'origine, c'est-à-dire de dire les agriculteurs, c'est très complexe pour les agriculteurs de venir en milieu urbain livrer. C'est une grosse perte de temps, c'est pas mal de stress. Pour avoir bossé en direct avec des agriculteurs, c'était vraiment la plaie, le fait de venir sur Paris. Alors, il y a le contact humain qui compense un peu, mais de se retrouver bloqué dans les embouteillages, c'est vraiment pas quelque chose qui nourrit au quotidien. Et du coup, c'est un choix qui est assez structurant. Je vais juste prendre une petite minute pour conclure. C'est la dernière élément, parce que là, du coup, on a un modèle qui est un modèle de mobilité douce, de lien en direct, de prise en charge de la logistique. Il y a 2 choses qui valent la peine d'être soulignées. Alors, juste le slide d'après.
qui va vous donner l'idée aussi des contraintes qu'il peut y avoir pour des modèles vertueux comme ça. Il y a 2 ans, il y a un projet du coup 2-3 ans, il y a un projet de valorisation des biodéchets qui avait été monté, dans lequel les adhérents ramenaient des épluchures qui étaient rebasculées à la campagne, où il y a la place de les composter sur du compost un peu de maître composteur, quoi, très, très low tech. Et du coup, il y a eu pour le moment, c'est en pause parce qu'il y avait des problèmes logistiques de faire se croiser ces 2 flux. Et du coup, le deuxième gros point, en gros, pour mettre un petit peu de complexité dans l'image, c'est que la logistique fluviale est un boulet actuellement pour marcher sur l'eau, dans le sens où c'est un usage qui est pas du tout, qui est inexistant pour ce type d'acteur à ce type d'échelle. Et du coup, au début, la barge était plus polluante qu'un bateau parce que c'est un vieux moteur diesel. Il y a peu de contraintes réglementaires et il y a beaucoup de vieux matériel. Ensuite, elle a été électrifiée, elle a été mal électrifiée puisque pareil, on n'a pas un écosystème d'acteurs qui est très, très dense autour de l'aménagement, l'électrification, l'entretien en général des bateaux pour le transport fluvial. Et là, ça fait 1 an qu'ils sont toujours à la recherche d'une entreprise compétente qui est capable de faire les travaux avec leurs contraintes pour l'électrification du bateau. Normalement, 2021 devrait permettre à la fois le retour du bateau sur les flots et du coup aussi de la boucle avec les biodéchets qui repartent apporter leurs nutriments à la campagne. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long et que je vous ai donné un petit panorama en vous parlant de tout ce qui est magnifique et puis des endroits où les contraintes du réel frottent un peu avec les visions qu'on peut avoir à l'origine. C'était très bien. Merci beaucoup, Lélio. La première intervenant a pris 20 minutes, le second 1/4 d'heure. Nous pensons que le troisième va peut-être prendre ces 10 minutes que programmées. Voilà, je dis ça pour essayer de garder un petit peu de temps sur la fin, sur de l'interaction, évidemment, avec les gens qui participent. Je passe tout de suite la parole à Brigitte Nuchelman, qui va nous présenter son expérience et son entreprise, l'Épi de Brie à Bondy. Bonjour. Oui, alors du coup, j'ai pas une belle présentation toute faite. J'ai quelques photos qui vous permettent de voir un peu à quoi ça ressemble. Donc, je suis effectivement à l'initiative de l'Épi de Brie, qui est donc une épicerie à vélo qui a été créée à Bondy. Donc, Bondy est aussi la ville où j'habite. Donc, c'était aussi très, très volontaire de créer quelque chose sur mon propre territoire, on va dire. Le projet est parti d'un constat tout simple, autour de moi, déjà par moi-même et puis autour de moi, donc qu'à Bondy, il y avait un vrai manque d'approvisionnement en produits locaux et ou bio. Dans la ville, il n'y avait pas de magasin bio à proximité. Il y a de plus en plus de personnes intéressées par ce type de produit, mais quand même pas assez pour convaincre des grandes enseignes de venir s'installer. Donc la ville a essayé d'en démarcher. Enfin, ils en ont des marchés, mais il n'y en a aucun qui a voulu s'installer. C'est une ville qui, sur le papier, fait un peu peur en termes de statistiques, on va dire. Donc avec une population avec des revenus plutôt très, très modestes. Donc du coup, que faire dans ce cas-là? Comment faire pour passer un peu à une autre étape, de ne pas juste accepter qu'il n'y a rien, mais de faire quelque chose un peu d'intermédiaire. Donc là, l'idée est venue effectivement de faire cette petite épicerie itinérante
qui pouvait permettre, avec du coup des investissements assez légers, d'avoir une présence finalement dans toute la ville. Donc de répondre à cette première demande existante. Et en même temps, c'était un outil vraiment très, très intéressant pour faire un travail plus global sur la question de l'accessibilité à une alimentation saine et durable. Donc dans une ville comme Bondy où, voilà, donc comme je disais, c'est plutôt une ville assez pauvre, où la question de l'alimentation, pour beaucoup, c'est pas forcément une priorité. Même si, voilà, on sait de plus en plus qu'effectivement, ça peut avoir des gros impacts sur la santé, les conditions de vie des personnes. Mais c'est pas évident de sortir de ces situations-là. Et donc avec donc vous voyez là sur les photos à quoi ça ressemble. Donc une petite étale qui roule et qui s'ouvre quand elle s'installe. Et donc ça devient comme un petit étal de marché qu'on peut installer un peu partout. Donc ici, on la voit au bord aux abords d'une école. Donc là, par exemple, c'est très intéressant de voir, c'est pas forcément un endroit où il va y avoir beaucoup de ventes, mais c'est un endroit où il y a beaucoup de passages et où du coup, c'est intéressant d'être au contact avec les enfants, de leur montrer les fruits et légumes, des fruits et légumes qu'ils connaissent pas forcément. Voilà, donc ça permet tout ça. Alors, du coup, pour revenir un petit peu à la question de l'approvisionnement, et donc, du coup, effectivement, le sujet initial du lien entre la ville et l'agriculture. Donc, effectivement, c'est pas évident de s'approvisionner. Donc, on a vu tout à l'heure l'exemple de marché sur l'eau, qui est vraiment un exemple très, très intéressant et très bien fait. Mais voilà, qui reste un exemple assez unique, et c'est pas forcément évident de créer un même réseau du coup parallèlement. Alors du coup, il y a eu question de travailler avec Marché sur l'eau. Justement, au début, voilà, j'avais eu pas mal de discussions avec eux pour comment dire, mutualiser en fait les efforts et du coup avoir aussi des produits des mêmes producteurs. Sauf que du coup, quand finalement l'épicerie a été lancée, donc c'était en plein confinement et donc, comme disait Lédio, c'était une période un peu particulière et du coup, il y avait vraiment une prise d'assaut chez Marché sur l'eau. Ils n'avaient pas du tout, en fait, c'était pas du tout possible du coup d'avoir des produits par eux. Donc, il a fallu trouver d'autres solutions. C'est là où, effectivement, on s'est rendu compte que, alors déjà, en temps normal, c'est pas évident finalement d'avoir un approvisionnement en direct avec des producteurs en région parisienne. Donc, comme disait Lélio, en fait, il y a vraiment des gros soucis de logistique et donc de circulation, notamment. Donc, effectivement, les producteurs, en fait, ils vont préférer aller sur le carré des producteurs à Rungis pour tout vendre au même endroit plutôt que d'aller livrer dans différents endroits. Et donc notamment, du coup, pour une initiative naissante comme l'Épi de Brie, donc qui est vraiment encore sur des volumes assez petits, il n'y a pas du tout la possibilité du coup de se faire livrer directement par des producteurs en principe. Et puis accessoirement, donc pendant le confinement, donc les producteurs, ils étaient juste pris d'assaut, donc c'était pas évident. Il y avait heureusement eu déjà un premier contact avec un producteur qui n'est pas en Île-de-France, mais qui est près de Sens en Bourgogne et qui est originaire de Bondy. Et du coup, lui, en fait, pendant le confinement, il venait livrer toutes les semaines en région parisienne. Et donc, on a pu avoir
une livraison régulière de fruits et légumes. Ben, du coup, on était sur juste un seul producteur, donc ce qui veut dire une variété de produits assez limitée. Ça a très bien fonctionné pendant le confinement. Enfin, on était tous contents d'avoir ce qu'il y avait, mais voilà, après, du coup, à long terme, c'était pas forcément, c'était un peu limité. En dehors du confinement, donc lui, il venait que tous les 15 jours, donc c'était pas possible d'avoir quelque chose de se baser uniquement sur ce partenariat-là. Finalement, c'est avec une autre initiative en fait, qui s'appelle les Trois Poireaux à Saint-Ouen que j'ai fait un partenariat, on va dire. Et donc, eux, en fait, ils ont créé un très grand réseau de producteurs avec lesquels ils travaillent en direct pour leur magasin à Saint-Ouen et aussi les marchés. Ils font les marchés de Saint-Ouen et de Saint-Denis. Et donc, ils font venir énormément de produits. Ils ont, ça grandit encore, donc ils viennent de s'installer dans un grand entrepôt à Épinay-sur-Seine. Donc, ils ont ces producteurs un peu dans toute la France, en fait, avec lesquels ils travaillent. Ce qui veut dire qu'ils ont une très, très grande variété de produits qui est acheminée vers l'Île-de-France. Et du coup, en fait, pour optimiser eux aussi leur système logistique, ils ont donc proposé, enfin, ils ont mis en place une mercuriale pour proposer à des petites épiceries et des restaurateurs de commander aussi et de livrer. Donc, du coup, c'est eux qui livrent. Jusque-là, plutôt en camionnette. Et pour livrer à Bondy, c'est toujours en camionnette. Mais pour tout ce qui est pas très, très loin, maintenant, ils travaillent avec une coopérative de logistique à vélo. Et donc, les livraisons sont très, très largement faites à vélo. Donc pour moi, en fait, pour les piles bris, c'était vraiment une solution qui était très adaptée parce que voilà, du coup, ça permettait d'avoir une variété de produits, d'être sur des volumes pas trop importants. Enfin, en tout cas, par producteur, il pouvait y avoir des petits volumes. Et avec une livraison du coup au local, donc à Bondy, ce qui était pour moi un peu impératif parce que du coup, moi, à part le vélo avec la remorque, j'avais pas de véhicule et du coup, c'était aussi le but, c'était de ne pas avoir des gros investissements de véhicules à faire. Et puis accessoirement, le fait d'aller chercher les produits chez différents producteurs ou même à Saint-Ouen, c'est un temps important. Donc voilà, c'est ces deux solutions finalement qu'on a trouvées avec les Pibri. Alors du coup, il y a un peu des limites pour l'instant. Du coup, c'est aussi qu'on ne peut pas forcément avoir des produits ultra frais tous les jours. Donc, en fait, pour cette partie-là, ce serait vraiment intéressant de justement avoir des solutions de très grande proximité comment dire, de culture de salade ou d'autres légumes feuilles et des choses, les choses les plus fragiles. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on aimerait bien travailler. Et donc, il y a eu la diapositive qui est passée. Donc, il y a aussi quelque chose qu'on aimerait bien creuser, c'est exploiter, on va dire, les productions ultra locales des particuliers, en fait. Donc, on a eu le cas de l'année dernière de quelqu'un qui avait un grand cerisier et donc il a proposé les cerises, il m'a appelé, il m'a dit: «Est-ce que tu peux pas tu peux pas en faire quelque chose?» Et donc là, dans ce cas précis, on a proposé de vendre des cerises à prix libre et donc au profit de la caisse solidaire. Donc on a créé avec les Pibri
Et ce qui permet plein de choses, donc à la fois du coup d'avoir des productions, enfin d'avoir des fruits qui sont très très locaux, du coup d'être sur un système qui peut être un peu hybride entre le don, ça peut être voilà, une petite contribution pour le particulier, ou alors en échange il peut avoir des fruits et légumes, et puis ensuite donc les fruits peuvent être soit vendus à un prix assez bas, soit donc avec ce système de contribution libre qui est vraiment aussi intéressant parce que ça permet de tester un peu ce système-là qui oblige les gens à réfléchir à la valeur des produits, à qu'est-ce qu'ils peuvent mettre et qu'est-ce qu'ils veulent mettre. Et puis voilà, ça aide aussi. Il y a plein de personnes ou des personnes âgées qui ont des arbres fruitiers et qui ne peuvent plus du tout faire la cueillette. Du coup, il peut y avoir un système où voilà, c'est d'autres personnes qui viennent cueillir et du coup, ça peut être distribué par les Pibris. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment à creuser, du coup, d'un point de vue aussi légal et sanitaire. Malheureusement, ce n'est pas forcément évident, mais ça peut être une solution assez intéressante pour proposer des produits donc, très, très locaux à un prix abordable aussi. Voilà, je crois que du coup, j'en ai à peu près... Merci beaucoup. Fini. Ouais. Merci beaucoup, Brigitte, pour cette présentation qui est toujours, je pense que quand on ne connaît pas, très, très intéressante, car très, très singulière. Solution très, très locale et sans doute reproductible et avec plein d'idées. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Yuna Conan, qui dirige la cité maraîchère de la ville de Romainville et qui va nous parler de ce projet qui va bientôt ouvrir ses portes, je crois. Je vais mettre la présentation. D'accord. Bonjour à toutes et tous. Je suis Yuna Conan. C'est toujours un peu bizarre de parler devant un ordinateur, mais bon, on s'y habitue à force. Donc effectivement, je travaille pour la ville de Romainville depuis un peu plus d'1 an maintenant. Le bâtiment a été livré en janvier dernier. Je sais pas, Yann, je ne sais pas si tu arrives à... Ah là, super. Et effectivement, comme disait Lélio, on est plutôt dans une phase où on est en train de découvrir les contraintes de se frotter aux contraintes du réel. Donc voilà, on combine l'installation d'un équipement, livraison, arrivée des équipes, tout ça. On ne s'ennuie pas. Tu peux aller à la slide suivante, Yann. Et donc ce projet, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est un projet en fait qui était un héritage de la mandature précédente de Corinne Valls qui, au début des années 2010, a souhaité développer un projet d'agriculture urbaine dans un quartier en renouvellement urbain, Marcel Cachin. Et donc du coup qui voulait, avec une dimension tout de suite, depuis le début, très sociale et d'accessibilité à une alimentation saine et durable. Ce projet a mis du temps à sortir de terre et l'idée, donc, il s'agit d'une ferme verticale qu'on peut considérer comme un tiers-lieu, un peu comme la butinerie, avec à la fois du maraîchage, une activité forte en pédagogie, en formation et un café-cantine. Je vais vous présenter ça après. Les changements récents, à l'origine, ce projet devait être exploité par une structure d'insertion. Un marché avait été lancé en septembre 2019. Et finalement, l'ancienne municipalité a fait le choix en janvier 2020 d'exploiter le lieu en régie et sous la forme d'un atelier chantier d'insertion. Donc, ces deux choses sont assez originales. C'est rare qu'une municipalité soit en régie dans un contexte urbain. Ça peut arriver plus souvent, les régies sont plutôt en milieu rural. Et c'est aussi rare qu'une collectivité porte un atelier chantier d'insertion. C'est beaucoup plus fréquent que ce soit porté par des associations comme Alage ou Espace, qui sont de type associatif plutôt.
avec l'arrivée de la nouvelle municipalité en juillet 2020, qui reprenait en main un projet dont ils héritent. Tout le monde n'est pas forcément en faveur de ce projet global, mais l'idée, c'était de le faire, de toute façon, de le faire coïncider et de coordonner avec une volonté forte, aussi bien en termes d'environnement, de transition écologique, d'insertion des nouveaux élus. Et donc, voilà, d'intégrer cette cité maraîchère à une politique plus globale en termes d'insertion, avec la création de l'Agence communale de la transition écologique et solidaire, qui a été donc conventionnée Atelier chantier d'insertion en octobre dernier, et qui va porter à la fois les activités de la cité maraîchère en insertion, donc pour les activités de maraîchage et d'éco-animation notamment, mais qui va avoir des ambitions plus fortes en termes en lien avec des nouveaux métiers liés à la transition écologique. Donc, ça pourrait être des métiers sur les nouvelles mobilités, la précarité énergétique, des métiers de médiation, une épicerie sociale. Voilà. Donc, on en est au début. Donc, la cité maraîchère est en quelque sorte le point d'amorce de ce nouveau projet global et qui a une approche beaucoup plus transversale à l'échelle de la ville et des différents services. Une autre décision, ça a été aussi d'externaliser le café-cantine. Au début, ça devait être géré en interne aussi, en régie et sous forme d'un chantier d'insertion. Il a été décidé, aussi avec l'arrivée des nouveaux élus, de lancer un appel à manifestation d'intérêt qui est lancé depuis une semaine maintenant, et pour recruter un porteur de projet qui soit dans cette philosophie de acte et de la cité maraîchère, de circuit court, de solidarité, d'insertion, de sensibilisation. Donc, on a reçu le bâtiment, on a réceptionné le bâtiment fin janvier. Donc, on a lancé les activités de maraîchage dans la foulée. Je vous présenterai ça après. En mars, on a lancé sont arrivés les médiateurs zéro déchet qui mènent les premiers ateliers en périscolaire. Et ce qui est envisagé, c'est vraiment au printemps d'animer tant qu'on peut les espaces extérieurs. Je vous présenterai ça aussi après. Et d'ouvrir, en fait, c'est juin, c'est peut-être un peu optimiste vu le contexte, mais plutôt cet été, en tout cas, l'été, ça va jusqu'à fin septembre, d'ouvrir le café-cantine et d'inaugurer le lieu cet été, quoi. Yann, tu peux aller sur la slide. En fait, j'ai trop parlé sur cette slide. Donc là, pour vous rappeler un peu ACT, cette agence communale de la transition écologique, et vraiment la ville, les nouvelles municipalités se positionnent en tant que partie prenante de la dynamique de l'insertion par l'activité économique, et en considérant que cette transition écologique, c'est un défi, c'est aussi une opportunité pour développer des nouvelles filières en lien avec la transition. Et voilà. Donc l'enjeu, c'est à partir de ce point de départ de la cité maraîchère, qui est un peu comme un démonstrateur d'agriculture urbaine et d'alimentation durable, c'est de développer et d'avoir aujourd'hui, on a 8 salariés en insertion qui sont embauchés, et à terme, l'enjeu, c'est d'arriver à 50, voire 70, voire 100 à la fin de la mandature. Tu peux aller sur la slide suivante. Et voilà, donc vous avez là les différentes... On a toute une charte graphique donc en lien entre ACT et la cité maraîchère qui s'est développée, avec donc les deux activités première, maraîchage et médiation zéro déchet, espace public, et puis les différents métiers qui sont déjà envisagés, mais voilà, ce sont des métiers qui pourront aussi... C'est un projet qui est en train de débuter, hein, donc il pourra aussi se développer. Voilà. Avec toujours un enjeu de travailler avec les différents services et d'être dans une dimension transversale sur la ville. Donc, pour revenir à la cité maraîchère, voilà, on est dans le quartier, sur le plan de la cité maraîchère, dans le quartier Marcel Cachin. Donc, avec les nouvelles stations de métro qui arrivent, la connexion ne pourra que s'améliorer. Tu peux aller sur la suivante, Yann. Ouais, voilà. Et donc, voilà, vous avez une idée un peu du quartier, qui était un quartier en renouvellement urbain, et l'arrivée de la cité maraîchère
dans un quartier qui a été donc qui a bénéficié aussi d'installation d'une médiathèque, d'une maison des retraités, d'une grande place publique. Je ne sais pas si vous connaissez le quartier, mais c'est un quartier quand même qui s'est vraiment amélioré. Donc, sur le projet architectural, on a une serre verticale sur 3 étages d'un côté et 6 étages de l'autre, avec une gestion automatique des ouvrants et des voiles d'ombrage, une irrigation en goutte à goutte. C'est une serre non chauffée, de la lumière et de la ventilation naturelle. Et donc, pour ce qui concerne les aspects écologiques, il y a des matériaux biosourcés pour l'isolation, une chaufferie bois pour la partie ERP. On est en train de construire en ce moment là, sur les espaces extérieurs la cuve, la récupération d'eau à terme qui pourra constituer avec un système de pompage de 40% de l'irrigation. Et, voilà. Et donc, il y a un bâtiment qui est vraiment destiné aux travailleurs, à l'équipe de travail de la Cité Maraîchère, et un bâtiment qui va recevoir du public, ERP, dans le jargon des architectes, avec un café-cantine, des espaces pédagogiques et un hall qui pourra accueillir des expos, et puis bien sûr les espaces extérieurs. Voilà. Yann, tu peux aller sur la slide suivante. Voilà. D'un point de vue agronomique, du coup, on se retrouve avec 700 mètres carrés de culture, 753 bacs qui sont installés. Et le substrat a été composé suite à une recherche en partenariat avec AgroParisTech. Il est composé de déchets urbains, de lombricompost, de champs-post et de déchets de champignons et de déchets de béton. Et donc, on ne produira pas des légumes avec le label bio parce qu'on est hors sol, mais on aura les modes de culture sans pesticides ni engrais chimiques de synthèse. Et l'enjeu pour la chef de culture, donc Maya Vidal, qui a été embauchée, qui est arrivée en mai dernier à la ville, c'est d'avoir des produits, bien sûr, de saison, des espèces variées et courantes, et puis quelques produits à valeur ajoutée, comme des pleurotes et des shiitake qui sont déjà bien partis. Et puis à terme, des produits peut-être qui pourront être transformés, notamment pour le café et cantine. Et par rapport à l'agronomie et le projet agronomique, tout ce projet a été mis en place en partenariat avec des groupes de travail, notamment un groupe de travail sur les sujets de serre et de substrat, avec beaucoup de partenaires scientifiques, dont AgroParisTech, qui a conduit notamment à la proposition du substrat. Donc là, vous avez quelques images de nos champignons et des endives qui sont en train de pousser au sous-sol. Yann, tu peux aller sur la suite. Ouais, voilà. Donc, une dimension forte du projet, c'est sa dimension éducative, avec des espaces dédiés à la pédagogie, des ateliers pédagogiques, une serre pédagogique, et puis d'autres salles aussi de formation, une troisième salle, et des espaces à l'extérieur aussi, des jardins thématiques. Et l'enjeu, c'est d'avoir des ateliers sur la nature en ville, l'alimentation durable et le réemploi, l'éco-citoyenneté. Il y a tout un espace de cuisine dans la grande salle atelier pédagogique. Tu peux aller sur la suivante. Bien sûr, on est sur un projet social, donc avec l'aspect atelier chantier d'insertion, sur le côté comme épi de brie, vraiment d'alimentation, d'accessibilité à l'alimentation saine et durable. Donc les premiers légumes qu'on a produits ont été donnés au Secours populaire et on participe à une action en lien avec le PIGE, le Pôle emploi jeunesse et le Centre communal d'action sociale pour donner, pour fournir des aliments aux étudiants en ce moment, dans le contexte compliqué. Et par la suite, l'enjeu, c'est aussi d'avoir un café-cantine avec des prix abordables en lien avec aussi le quartier, avoir des prix adaptés, que ce soit sur les animations et sur les ateliers. Voilà. Et donc, ce qu'on souhaite vraiment, c'est que ce lieu, ça devienne un nouveau lieu aussi pour le quartier. Donc, ce qu'on lance à partir d'avril prochain, et je vous invite à vous inscrire, on va avoir un flyer qui va sortir bientôt, c'est des ateliers de conception sur l'aménagement des espèces extérieures de la Cité Maraîchère. En fait, on a 6 jardins pédagogiques thématiques sur les côtés et un parvis sur lesquels on voudrait vraiment que les habitants s'impliquent
pour déterminer les thématiques des jardins, les mettre en œuvre et puis après les entretenir au quotidien. Je trouve que c'est important. Et sur le parvis, on a aussi prévu d'installer un compost de quartier, de co-construire avec les habitants un gros mobilier, ce qu'on dit une végétable, une grande table de quartier pour que les gens viennent se poser aussi, voilà, en temps de, pas forcément aux heures d'ouverture de la Cité Maraîchère d'ailleurs. Et donc voilà, je pourrais vous envoyer le programme. On lance ces ateliers donc, qui vont être débutés en avril, mais qui vont comme ça essaimer jusqu'à cet été. Yann, tu peux aller sur la slide suivante. Voilà, donc ça, c'est les exemples de tables qu'on imagine, qu'on a, par exemple, les tables gourmandes à Nantes, ou bien des grandes tables aussi dans un parc femmes à Bruxelles aussi, voilà, c'est des idées qu'on a et qu'on voudrait vraiment voir travailler avec les habitants. Et dans lequel on commence déjà à mettre en place quelques formations ou accueillir des formations, notamment une formation menée par des formations de Célestine, des ateliers Célestine qui proposent des formations. Mais là, on serait un peu dans une mise en place en fait à ce printemps 2021 avant de vraiment ouvrir au public plutôt au mois de septembre. Yann, tu peux aller à la slide suivante. Voilà, donc là, rapidement, mais ça, j'ai déjà un peu raconté tout ça. C'est des photos, surtout de l'équipe de maraîchage qui est arrivée donc, en janvier dernier. Ils sont 4 ouvriers maraîchers donc, en contrat d'insertion, et donc suivis par le CCAS de la ville, et qui sont donc sur des contrats de 2 ans maxi. Et l'enjeu, c'est vraiment de les accompagner pendant toute cette période-là pour retrouver par la suite, découvrir un métier, se former et se remettre d'équerre pour retrouver un emploi plus durable par la suite. Voilà, vous avez un peu le système de bacs qui ont été installés. Les enjeux, il y a des gros enjeux de luminosité, de risque d'humidité en hiver dans la serre. Voilà, donc on teste, on est sur vraiment une première année de test. Maya teste des cultures selon les étages, selon les différents espaces. Et puis on en saura un peu plus dans 1 an, quoi. Voilà, vous avez des images des livraisons avec les premières équipes, les premières coupes de récoltes de salade. La photo je l'ai prise en bas à droite, c'est la dernière livraison des palettes qu'on a reçues. Et on a reçu quand même un certain nombre de palettes. Donc, celle-là, c'était la dernière. Voilà, tu peux... voilà. Et sur les activités éco-animation, là, en ce moment, donc on pourrait recevoir du public, mais c'est quand même encore un peu le chantier sur les espaces extérieurs. Donc, pour l'instant, l'équipe animation qui est arrivée début mars va dans les écoles et puis dans les centres de loisirs pour animer des premiers ateliers sur les thématiques de la Cité Maraîchère. Et on attend les premiers ateliers début avril sur place. On sera content d'accueillir tout le monde sur place. Voilà. Et ce qu'on a lancé comme activité aussi dans la dimension médiation zéro déchet, donc les médiateurs zéro déchet, en fait, dans la logique de HAC, ils sont à la fois éco-animateurs de la Cité Maraîchère, mais ils ont aussi une mission de médiation à l'échelle de la ville sur le tri, sur le zéro déchet. Notamment, ils auront des moments où ils auront des moments de sensibilisation, notamment auprès des bornes, par exemple, de tri, pour encourager les gens à mieux trier leurs déchets. Et là, dans une dimension aussi un peu de formation, ils participent aussi à l'aménagement de leur espace de travail en fabriquant. Aujourd'hui, il y avait un atelier sur la fabrication des marchepieds pour les enfants, pour les plus petits des maternelles. Eh bien, ils vont aussi participer à la fabrication de leur salle, du mobilier de leur salle commune. Voilà, donc on en est là. Je vous donne rendez-vous dans quelques mois pour voir ce que tout ça va donner. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Yuna. Vous m'excuserez pour les petites temps de latence sur les présentations, mais il y avait quelques secondes qui se passaient entre le moment où je cliquais et où ça apparaissait. Voilà, alors merci beaucoup pour cette présentation sur cet équipement qui suscite beaucoup d'interrogations et beaucoup d'attentes surtout, et qui, on l'a bien compris, du coup, est repris là dans une politique plus globale de la ville de Romainville avec cette agence de la cohésion territoriale. J'ai plus tout l'acronyme de ACT. Voilà. Il y a un certain nombre de questions qui ont été posées durant
durant ces interventions. On vous en remercie. Donc, je vais essayer un petit peu de reprendre le fil. Alors, on nous a demandé plusieurs fois s'il sera possible de transmettre les présentations. Je pense que ce ne sera pas un problème via Lélia qui a animé, organisé cette conférence. Je confirme, pas de souci. Techniquement, on s'en occupera. On les mettra sur le site internet de la ville. Ouais. Alors, du coup, j'essaye de reprendre les différentes questions. Il y avait une première question qui avait été posée. Je trouve très intéressant d'apporter l'agriculture en ville. Cependant, la présence... j'ai un petit problème pour lire. Voilà, la présence des animaux dans un milieu de forte densité peut poser question. Quel dispositif sur le plan sanitaire pour protéger les populations suite à l'arrivée, par exemple, d'un virus? Y aurait-il un risque de transmission aux personnes? Y a-t-il un plan d'action s'il y avait un risque sanitaire? Est-ce que quelqu'un se sent de répondre à cette question? Est-ce que Véronique, vous avez quelques... Je peux répondre. Je vais faire une réponse très langue de bois. Hein, je ne suis pas compétente sur les questions de santé animale. Mais la question du risque des virus, elle est posée et elle est suivie en général par les autorités ad hoc. Et c'est l'agriculture en ville aujourd'hui est suivie par les services de l'État des contrôles sanitaires pour mettre en place une réglementation ad hoc pour pouvoir produire et consommer en ville dans des circonstances de sécurité des populations. Ok. D'autres personnes qui veulent revenir sur cette question? Alors, il y avait une seconde... Mais en clair, enfin, ce que je veux dire aussi, c'est que il faut arrêter d'avoir peur. Oui, dans les circonstances actuelles. Moi, j'ajouterais que le problème, ce n'est pas tant d'avoir des animaux en ville, c'est d'avoir des usines, des espèces de boîtes de pétri géantes dans lesquelles on produit potentiellement des résistances aux bactéries ou des mutations de virus. C'est des gros élevages industriels hyper concentrés qui génèrent le risque. Après, une fois que ça se transmet à l'homme, le fait qu'il y ait quelques poules en plus qui se baladent, comme on a même ça nous en ville déjà à Pantin, il y a le garage d'à côté, il y a des poules qui se baladent. Je pense que c'est pas là-dessus que, parmi tous les risques qui existent, effectivement, le facteur de risque principal, c'est pas la présence de quelques animaux en ville, c'est les gros déséquilibres généraux qui existent ailleurs. Pour information, il y a aussi la présence d'animaux sauvages en ville et on a aussi des laboratoires régionaux. Par exemple, sur le site de Bondy, on a le laboratoire régional de suivi de la faune sauvage qui notamment fait un suivi voilà, des cas de morts suspectes dans le cadre de suivi de la grippe aviaire en ce moment. Une seconde question de Valérie Talamona. Existe-t-il des liens entre les productions locales et d'autres activités économiques locales qui cherchent des matières premières pour lancer une activité genre micro-traiteur, restaurant associatif, etc. Qui souhaite? Moi, je peux vous dire que du coup, les marmites volantes, on prenait tout en direct. Alors, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le déficit de consommation de fruits et légumes, en particulier pour l'Île-de-France, c'est 90% est importé. Du coup, le gros enjeu, c'est de trouver des filières, mais en particulier pour les fruits et légumes qui sont ce qui manque le plus dans l'alimentation en général. Il y a juste vraiment pas, même pas dans les ordres de grandeur, la capacité à couvrir le besoin en local. Et du coup, ce qui est super, c'est toutes les initiatives qui essayent de voir à quel point on peut changer la donne en produisant plein de choses dans les interstices, puis dans des projets innovants, quoi. Mais pour le moment, il faut avoir en tête qu'on apporte 90% des légumes d'Île-de-France ne viennent pas d'Île-de-France.
90% des légumes consommés en Île-de-France ne viennent pas d'Île-de-France. J'ajouterais quand même que toutes les initiatives de production en ville, notamment sur des petites parcelles, un des facteurs de réussite, c'est qu'effectivement, ils soient conscients de l'écosystème dans lequel ils ont. Et beaucoup de ces initiatives ont des liens avec des traiteurs, des brasseurs quand ils font du houblon pour faire de la bière locale. Donc, il y a quand même un écosystème qui est nécessaire pour je dirais, consommer en ville. Et malgré tout, alors certes, aujourd'hui, la restauration collective hors domicile est fermée, mais beaucoup de maraîchers, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de maraîchers locaux vendaient leur production dans la restauration. Donc, c'est quand même une activité, une sortie qui est intéressante pour les producteurs locaux. Et on voit aujourd'hui apparaître, il y a je dirais un fort engouement et un fort développement de micro-parcelles en périurbain, et notamment les villes qui sont conscientes et les métropoles qui sont conscientes de leur non-indépendance alimentaire sont en train au travers des plans alimentaires territoriaux, d'essayer de favoriser le développement d'une agriculture polyculturale dans leur proximité pour pouvoir améliorer la quantité de produits locaux produits à proximité. Merci Véronique. Question pour Yuna Conan. Je sais que tu n'as plus beaucoup de temps. Donc, pour la cité maraîchère, y a-t-il parmi les groupes de travail un groupe sur les questions logistiques et transport? Alors là, c'est vrai que l'aspect, pendant la phase de mise en place du projet, il y a eu ces groupes de travail, un groupe scientifique avec beaucoup de partenaires. Et donc, il y avait ce groupe agro, il y avait un groupe sur l'éducation, un autre groupe sur l'emploi et l'insertion. Là, pour l'instant, on a un peu laissé de côté cette dimension parce qu'on était vraiment le nez dans le guidon. Mais c'est quelque chose qu'on veut vraiment développer. Je ne l'ai peut-être pas assez dit tout à l'heure, mais toute la dimension, c'est un projet quand même démonstrateur et toutes ces questions de recherche et de partenariat avec des structures de recherche ou de recherche-action, ça nous intéresse complètement pour l'instant. Donc, il n'y avait pas, pour répondre à la question, non, il n'y avait pas ce groupe de travail. Mais ça serait super intéressant. En fait, donc, tout est un peu à construire de ce côté-là. Merci beaucoup. Mais j'ajouterais, alors pardonnez-moi d'être très bavarde, mais dans notre équipe de recherche, qui est la seule équipe de recherche, je dirais, qui travaille autour de l'agriculture urbaine, enfin, concentrée dans un même lieu, je dirais, on a monté une chaire d'agriculture urbaine qui, dont l'animatrice Fanny Provan s'intéresse à ces questions de logistique. Donc, vous pouvez travailler avec elle et intervenir avec elle. Elle est personnel AgroParisTech, donc on trouve facilement son email. Voilà, je crois qu'il y a eu quelques discussions aussi autour de la question de la mesure d'impact, puisqu'il y avait une question sur la capacité de mesurer l'impact environnemental des circuits. Est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent intervenir dessus ou... En fait, j'ai eu la réponse directement. C'est moi qui posais la question. Je suis Saline Rio du CVT à l'Envie. Oui. Du coup, Lélio m'a déjà répondu directement. Peut-être qu'il peut répondre. Je le laisse répondre. La réponse courte, c'est non, il n'y a pas d'étude d'impact. Il y a des grandes masses un petit peu identifiées, mais il n'y a rien de scientifique. Et par contre, du coup, à la question subsidiaire, est-ce que ça vous intéresse de travailler dessus? La réponse, c'est oui. Et peut-être même, du coup, par exemple, avec une structure partenaire qui aurait un lien avec la recherche, comme le Lab 3S, par exemple. Tout à fait. Donc voilà, affaire à suivre, mais je vais faire le lien avec Marché sur l'eau. Une étude de cas avec le transport fluvial où il y a sûrement… ce que j'ai dit, en gros, les grandes masses, c'est que le vieux moteur diesel était pire que la camionnette, qui est pire que le bateau. Probablement qu'en termes de coût, par contre, le bateau restera beaucoup plus cher parce que ce n'est pas un produit standard et que c'est très long. Un trajet en bateau, ça prend 7 heures aller-retour, alors qu'en voiture, même avec les embouteillages, ça va prendre plutôt
3 heures, on va dire, aller-retour, quoi. Mais du coup, il y a plein d'autres bénéfices, pas forcément financiers, mais qui existent à plein de niveaux culturels, environnementaux, sociaux. Et puis, il y a des capacités de charge qui sont un peu plus importantes. Du coup, en tout cas, on est très ouvert à être un terrain de recherche et de jeu. C'est vrai qu'en fait, j'ai posé ces questions parce que c'est souvent des questions qui sont un peu oubliées par qui sont un peu à la marge aussi dans les questions de recherche sur l'alimentation locale, les questions de logistique et de transport. Et du coup, nous, au niveau du CVT à l'Envie, l'Envie regroupe, en fait, est une alliance qui regroupe les organismes de recherche sur les questions de l'environnement, qui regroupe aussi INRAE et AgroParisTech. Mais on a aussi des organismes comme le CEREMA, l'Université Gustave Eiffel, l'IRD, donc, qui travaillent aussi sur ces questions. Et du coup, c'est pour ça en ce moment, on a lancé une analyse un peu sur le sujet. Donc, ça m'intéresse beaucoup de voir comment les acteurs abordent ces questions et de voir quels seraient leurs besoins pour voir aussi faire remonter ces besoins à la recherche. Et de notre côté, on cherche aussi à identifier des solutions qui sont développées dans les différents laboratoires de recherche. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus, je vous invite à contacter le CVT à l'Envie. Voilà. Merci beaucoup. On arrive bientôt. Je vais bien du coup rajouter effectivement. Nous, pardon, ouais. Rapidement, du coup, on va juste pour dire qu'avec les Pibri, on a un soutien de l'ADEME, donc de l'Agence nationale de l'environnement, de la transition environnementale. Et du coup, une étude sur l'impact, justement, fait partie, en fait, de ce soutien de l'ADEME. Enfin, c'est aussi quelque chose qui est exigé du coup de leur part. Donc, effectivement, c'est des choses qui nous intéressent. Et pour l'instant, on ne sait pas comment ça va se faire, et en sachant que il y a tellement de facteurs à prendre en compte que c'est pas évident, mais du coup, effectivement, c'est un sujet qui nous intéresse. Ouais. Ok. Écoutez, on arrive, je pense, au terme. On a déjà dépassé, on avait dit 17h30. À moins qu'il y ait une dernière question qui émerge. Non. Et peut-être, voilà, écoutez, on va vous remercier. Peut-être, Lélia, tu souhaiterais dire un dernier mot pour clore cette rencontre? Surtout vous remercier tous les intervenants pour vos riches présentations. On va voir pour possiblement les mettre à disposition du public sur le site internet de la ville, ainsi que la vidéo de cette conférence. Donc, encore un grand merci aux intervenants, aux personnes participantes, et une très bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci, au revoir. Merci. Bonne soirée. Merci, au revoir.